Bonsoir tout le monde, bienvenue dans les lives 100% EJE, ça y est ça commence ce soir. On est là pour valoriser le métier d'EJE, pour partager ensemble sur tous les lieux où on peut travailler. Voilà, tout simplement. Bonjour tout le monde, pour faire voyager notre métier, le faire connaître, montrer qu'on n'est pas là pour changer des couches. Et faire découvrir un petit peu qu'il n'y a pas non plus que du travail en crèche pour les EJE, il y a aussi du travail à l'hôpital, du travail en IME, du travail partout dans le domaine social, et on est là pour en parler. Donc, du coup ce soir, on parle des CESAD. Je vais inviter Mélanie, si j'y arrive. Voilà, Mélanie, non. Quelqu'un qui m'a demandé, mais qui n'est pas Mélanie. Hop. Bonsoir tout le monde, je cherche Mélanie, je vais la chercher. Hop. Non, ce n'est pas elle. Surtout pas que j'invite les mauvaises personnes. Hein. Voilà. Elle est là. Envoyée. On règle un peu le son. En attendant que Mélanie arrive, est-ce que vous m'entendez bien? Un petit pouce vers le haut. Il fait nuit, on est vendredi soir, vous avez une longue semaine de travail. Profitez enfin de votre soirée, votre week-end commence sur les chapeaux de roue, grâce à nous. Alors Mélanie, il faut que tu appuies... C'est bon, tout le monde entend. Il faut que tu rejoignes la conversation, je vais retenter. Invitation. Hop. Ah ah. Ça y est, la voilà. Hello! Hello! Ça va? Oui, et toi? Oui, bienvenue sur le super live. Merci. C'est toi qui démarre les lives 100% UJE. Trop bien. Oh, mon Dieu! Et voilà, elle est partie. Ah non! Oh non! C'est vrai? Oui. C'est toi la première que je reçois sur ce nouveau thème. Jusqu'à maintenant, je faisais les lives avec Alice sur le rôle, les fonctions, notre vision du métier, de l'EJE. Et maintenant, on va commencer sur toutes les institutions dans lesquelles on peut travailler, tous les lieux d'accueil, pourquoi, comment. Voilà, ce que j'étais en train d'expliquer avant que tu arrives. D'accord. Est-ce que tu es prête pour cette petite soirée Mais on est entre nous, il n'y a personne. Chut. Ouais, j'ai les mains extrêmement moites, mais ça va aller. Ça se voit pas, ça se voit pas. Je suis pas toute Non, seule, j'ai non. un ami qui est là pour te tenir compagnie, te faire sourire. Oh, il est trop beau. Voilà. J'adore. C'est complètement fou. Voilà, C'est détends-toi. ce dont j'ai besoin. Merci. Du coup, Mélanie. Oui. Donc Mélanie qui a une super page Instagram Éduque ta diversité. Mhm. On en parlera tout à l'heure. Je vous mettrai le lien en publication pour celles qui ne connaissent pas Mélanie. Donc comme ça, vous pourrez vous abonner. Je vous dis, on en parlera à la fin. Dis-moi, Mélanie, es-tu prête pour cette interview? Je suis prête. Attention, C'est tu as pire qu'un passé dans le entretien journal de professionnel. 20h de demain. C'est clairement ça. Clairement ça. Au secours. Bon alors, J'ai pas Mélanie, eu le push make-up par contre. t'as pris ta bouteille d'eau. Ouais, elle est là, à côté. Aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par Evian. Ah, moi c'est de l'eau du robinet, mais écoute, ça fera. Alors, du coup, Mélanie, tu es donc éducatrice de jeunes enfants. T'es passée par la voie de l'école ou par voie VAE? La voie initiale, ouais, j'ai passé le concours. Je l'ai eu du premier coup et puis j'ai fait mes 3 ans d'études à Poitiers du coup. Ça fait longtemps? Allez. J'ai eu mon diplôme en 2014, Ça va? donc c'est pas Pas si si lointain. c'est ça. Et du coup, pourquoi tu voulais devenir JE? Pourquoi, on va faire globalement, hein, pourquoi tu voulais faire ce métier? Qu'est-ce que tu as pensé de la formation en général? C'est quoi ta vision du métier? Bah, j'ai pas su tout de suite, à vrai dire, que je voulais me diriger vers le métier d'éducatrice de jeunes enfants. En fait, à la base, j'étais plutôt attirée par le métier de sage-femme.
que j'ai découvert. Je sais pas si vous avez ça, enfin si ça existe encore au collège, des forums des métiers. Et du coup, il y avait des professionnels qui venaient présenter leur métier et j'étais vraiment très attirée par le métier de la sage-femme. Et puis après, bah, les années sont passées, je suis rentrée au lycée, j'ai fait mon bac littéraire et ça m'est complètement passé. Je pense que j'avais pas trop réfléchi à quoi m'attendre et je pense que j'avais besoin d'un break, enfin de continuer mes études, mais sans enjeu, sans pression. Du coup, je suis allée à la fac en langue étrangère appliquée parce que les langues, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup aussi. T'as fait un bac La L toi culture. aussi? Moi aussi, j'ai fait un bac Ouais, L. ouais, ouais. Des Puis, nouveaux noms maintenant. oui, bah oui. On aime écrire, on aime lire. Exactement. Exactement. On aime parler un petit peu. Pas du tout, Pas on n'aime trop. pas parler. Vous voyez bien que je suis pas bavarde. C'est faux. On se tait, on écoute. Et puis, ouais, du coup, j'ai fait 2 ans de langue étrangère appliquée. Donc, c'était génial en termes de rencontres humaines. J'ai rencontré plein de gens de tous horizons. Enfin, c'était vraiment très, très riche. Par contre, c'était vraiment axé commerce. Bah, mais moi, c'est pas du tout Ah ouais? mon domaine. Ouais. Donc la deuxième année, j'ai commencé vraiment à me questionner, à me dire, il faut vraiment que tu changes. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai une de mes cousines qui rentrait dans une école préparatoire pour les concours sociaux, globalement. D'accord. Donc aller En visiter, prépa, ouais. ouais, c'est ça, prépa privée, voilà, où tu payes. Oui, oui, j'ai fait aussi une prépa D'accord. sur Paris. Bah, je trouve que c'est intéressant déjà pour se faire une idée des métiers des travailleurs sociaux et puis pour se faire une expérience parce que moi c'est vrai que j'avais pas du tout d'expérience dans le milieu de la petite enfance ou même dans le milieu social. Hein. J'ai pas de BAFA, j'ai pas fait d'animation, j'ai pas fait de babysitting dans ma vie. Enfin vraiment j'avais zéro, je partais de rien. Mm, mm. Et du coup je suis rentrée dans cette prépa. Et du coup, on était mélangés, ceux qui voulaient faire JE, EduxP, assistant de service social, etc. ME aussi, AMP. Enfin voilà, on était vraiment tous C'était mélangés. pareil. J'ai trouvé ça super riche. Ça m'a permis de découvrir d'autres métiers. C'est vraiment. Ouais, tout à fait. Beaucoup aimé ce genre de prépa. Ouais, ça m'a appris beaucoup de choses. Carrément. Bah ouais, puis du coup, on se positionne, on s'essaye entre nous et du coup, on peut affiner un peu plus. Ah bah peut-être pas EduxP en fait, peut-être plutôt JE. Enfin voilà, c'est vraiment là où j'ai pris la décision. Bah je veux passer les concours de JE quoi. Mm, mm. Et du coup, bah voilà, j'ai fait mes stages en multi-accueil pour avoir de l'expérience, de la matière, voilà, pour Avant de les passer oraux. au cours, c'est ça? Avant, Comment? Oui, avant de avant. passer en Ouais. bac? Ouais, la prépa nous donnait des conventions. C'était Ouais. soit par Pôle emploi, soit par la prépa. Et du coup, j'ai pu faire 2 stages en multi-accueil et un stage en MEX, une maison d'enfants à caractère social, qui m'a énormément plu et qui m'a aidé déjà à me dire, bah, le diplôme de JE, c'est pas mal quand même quand on travaille avec des enfants avec un parcours de vie atypique, entre guillemets. Il y aura d'ailleurs prochainement un live de Le Jeu en Mex. Restez connectés. Petit aparté. T'as vu les transitions? C'est Euh, génial. je rebondis. On aime bien Ah rebondir. oui, Ouh. bien fait. Et du coup, Et puis, mais, ouais, j'ai passé plusieurs concours dans plusieurs villes ouais. parce que je voulais me donner toutes les chances. Donc j'ai fait Nantes, Paris à Montrouge, Bru et Talence. Ouais. C'était pas du tout les mêmes types de concours, du coup. Donc Ouais, c'est ouais. vrai, varié. Je sais pas ce que t'as. Ben, j'ai fait pareil. Ben, moi, je viens du Sud. Donc, à la base, la toute première année, j'avais fait un concours à Toulouse que j'avais foiré. La deuxième année, parce que je me suis dit, bon, c'est pour tester, je vais voir. La, Un, sec- un. la seconde année, je suis montée sur Paris. J'ai essayé 2 écoles. J'étais sur liste d'attente. Et la troisième année, oui. La troisième, c'est la bonne. C'est là que j'ai fait la prépa, du coup, en désespoir. Ok. Et puis, je travaillais avec mon CAP petite enfance entre-temps. Du coup, j'avais passé le CAP pour travailler en crèche, avoir l'expérience qu'ils demandaient. Et du coup, j'ai eu, sur 5 écoles que j'ai passées, j'en ai eu 2
Et j'ai eu Ok. Montrouge et Saint-Honoré sur Paris, que du coup je suis entrée à Saint-Honoré. Mais ça fait plaisir. Ok. Du coup, toi, t'es allé où? Sur quelle école? Alors j'étais sur liste d'attente, enfin j'étais prise à Montrouge, j'étais sur liste d'attente à Bru et j'ai été prise à Poitiers. Et c'était bien parce que j'avais pas accroché à l'entretien, enfin à l'oral à Nantes. Ça m'avait trop, comment dire? Refroidi. Ouais, vraiment. Je me suis dit, ça va pas passer, enfin je vais pas m'y retrouver dans le courant de pensée. Dans le chat, j'ai quelqu'un qui est aussi de Saint-Honoré. Wouh! Team Sainto, levez les doigts. Parfait. Paris Ok, 19e. bah Poitiers, qui est de Poitiers? Là, non? Personne? Ouais, je suis allée à Poitiers, du coup. Éducation nouvelle, je reviendrai vers toi. Et du coup, la formation, t'en as pensé quoi de la formation JE? Alors, j'ai beaucoup apprécié au tout début le fait qu'on soit de nouveau mélangé, éducateur spécialisé, JE, Ah ouais, assistant. Ouais, on a eu plusieurs cours communs pour travailler sur les représentations justement entre nos futurs métiers. On devait faire des sketchs, voilà, un peu soit pour mettre en avant des, comment dire, nos représentations, soit pour justement les casser. Enfin voilà, c'était assez intéressant et ça permettait vraiment de créer du lien dès les premières semaines entre nous et la formation, c'est enfin, chouette. du coup, on a. Comment? Ouais, la formation, c'est chouette. Ça, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, J'ai pas mal de rencontres et puis, c'est normal, hein. C'est pas que de la formation, il y a aussi de la pratique. tout à fait. Et du coup, tes stages, parce que après, maintenant, tu travailles en CESA. Donc, toi, tu t'es orienté vers l'enfant en situation de handicap. Est-ce que ça a démarré déjà en formation? Tu as fait des stages en ce sens ou pas du tout? C'est venu plus tard? Non, j'ai commencé dès la formation. Alors en fait, en première année, c'était obligatoire d'avoir notre premier stage dans le milieu ordinaire. Donc je suis retournée en multi-accueil, dans un multi-accueil de 60 berceaux, qui était la communauté de communes de Poitiers. Et j'étais avec une JE volante. Et j'ai trouvé que pour un premier stage de première année, c'était assez difficile. Ouais. Parce que du coup, moi, j'étais assignée à une famille dans le multi-accueil, mais le JE, elle était volante sur toutes les familles du multi-accueil. Du coup, je la D'accord. voyais presque pas, en fait, une journée par semaine. Ouais, ça m'a un peu refroidi en premier stage, mais enfin voilà, c'était mon expérience et ça m'a forcé aussi à me mettre au travail tout de suite, quoi. Donc c'était assez intéressant. Bah, t'es Euh, comme ça, en fait. Comment? T'étais un peu lâché comme ça, non? Ouais, c'est ça, Parce c'est que tu ça. vivais personne, en fait. Ben non, 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 j'ai pas compris les choix du coup Alors, de une cette stagiaire, structure. une stagiaire utile, quoi. Ouais, Des bras boucher entre du les trou. sous, ça nous arrive souvent en stage. Enfin, ça arrive souvent en stage, malheureusement. Bah, et puis je trouve qu'il faut faire attention. Et je pense, dans mes souvenirs, qu'ils avaient l'habitude d'accueillir des stagiaires de deuxième et troisième année, où les attentes sont vraiment différentes qu'un premier stage de première année, quoi. Oui, c'est C'est ça. vraiment là où pour moi, je me suis dit, bon, il y a quand même un truc. Mais on a vu ça avec les formateurs de l'école, puis c'est passé, quoi. J'ai Mhm. fait mon stage, je suis passée à autre chose. Par contre, du coup, après, j'ai orienté mon deuxième stage euh, vers la pédagogie alternative. Donc, je suis allée dans une école Montessori privée. Ok. Et puis après, je suis allée en RAM, relais assistante maternelle. Et la dernière année, où là, je suis allée dans une institution qui accueille, enfin, c'est un internat qui accueille 365 jours sur 365 jours des jeunes enfants et des enfants en situation de polyhandicap. Ok. Et dans cette structure, il y avait 80% de JE. Ok. Donc c'était génial. C'était Ah ouais. waouh. J'ai énormément appris là-bas. C'était C'est quoi qui t'a plu ouais. là-dedans? Bah déjà j'ai découvert l'équipe pluridisciplinaire, mais on va dire avec les paramédicaux, Mhm. ergo, kiné, psychomote, voilà.
J'ai découvert aussi l'association EJE EduxP, qui a pas forcément en crèche ou en rame. Et puis la théorie qui est pas du tout la même. Enfin, je veux dire, les enfants en situation de polyhandicap, le langage non verbal, par exemple, il est primordial. Il faut tout déceler. C'est un clignement des yeux, Bah, c'est une posture, c'est j'en une parlais cet somatique. après-midi. Oui, j'en parlais cet après-midi avec une amie. C'est-à-dire que, bah, c'est avec Alima, que certains connaissent. C'est vrai que le JE n'est pas du tout formé initialement pour tous les publics, en fait. Et il y en a qui partent vers une situation de handicap ou l'enfant malade. Et c'est vrai que moi, en formation, en tout cas à mon époque, il y avait pas ce genre de formation précise. Et plus de théorisation sur ou tel handicap ou tel. Mhm. Ça se faisait pas, ou ça fallait aller sur le tas, et il fallait toi-même te documenter. Et si tu choisissais ce thème-là pour ton mémoire, du coup, c'était à toi d'aller chercher les infos. Mais en tout cas, les formateurs, à la base, nous, ils nous formaient pas là-dessus encore. Ouais, je te rejoins et enfin, avec l'accueil des stagiaires au CESA, du coup, j'ai ces retours-là aussi, que c'est vraiment un manque dans nos cours en formation de JE. Mais en l'occurrence, à Poitiers, vu que l'école était sur un territoire où il y a quand même pas mal de structures orientées accueil d'enfants en situation de handicap, du coup, on avait quand même des cours, des formateurs, enfin, c'est pas des formateurs d'ailleurs, c'était des EJE de terrain qui venaient nous faire cours. Et en l'occurrence, on a eu plusieurs cours de professionnels provenant justement de cet internat d'enfants en situation de polyhandicap qui sont venus dans l'école et on a vraiment abordé les lois 2005, etc. Mais après, on s'est vraiment axé sur le Snozellen, Mm -hmm. tout Ouais. ça. C'était vraiment Voilà, chouette. la démarche, la démarche Snozellen, l'approche Snozellen, ça vient de cette thématique-là, donc d'abord des personnes en situation de handicap pour les accompagnements de ce type de public. Et c'est venu après, bien plus tard, dans les structures d'accueil classiques. Ouais. Là, après, maintenant, ça devient un phénomène de mode. Et de, Oui, c'est vrai là, qu'on en voit pas beaucoup. ouais, on commence à vendre des choses là-dessus. C'est encore tout Mm. un truc. Du coup, tu as fait tes années de formation. T'as fait des Ah. super stages. Ça a coupé, je suis désolée, je vais bien que tu répètes. J'ai dit, du coup, tu as fait tes années de formation. Ouais. Tu as fini tes stages. Et donc, Mm. après, t'es parti direct en CESAD ou t'es allé ailleurs? Non. Non, je suis pas tout de suite partie en CESAD. En fait, j'aurais voulu, enfin, j'aurais souhaité continuer, enfin, à être embauchée en tout cas à l'internat où j'étais en stage. Il y avait des postes de JE ouverts. Mais j'ai dû faire des choix personnels et je suis rentrée dans le 44. Ouais. Donc, il a fallu que je trouve un travail. Euh, j'ai eu l'été pour chercher. J'ai été diplômée en 2014. J'ai eu juillet, août et j'ai passé plusieurs entretiens dans une association qui s'appelle Famille Rurale. Je sais pas si normalement elle existe sur le plan national, mais je sais pas si tu la connais. Non. C'est une association qui, comment dire, hum, basée vraiment sur l'éducation populaire et qui avait ouvert un tout petit temps de chargé de mission petite enfance euh, pour accompagner les maisons d'assistantes maternelles sur le territoire en lien avec le Conseil régional de Loire-Atlantique. D'accord. Donc ça, c'était mon premier poste, 10 Ok. heures par semaine, tout petit. D'accord. Petit, Ok. voilà. Pour faire vraiment, enfin, accueillir toutes les mâmes, les accompagner dans la rédaction des projets PEDA, éducatifs, faire des soirées à thème, les accompagner sur l'aménagement de l'espace, sur les premiers accueils, enfin, le travail d'une JE, quoi. Ouais. Et mais c'était tout petit. Comme temps, 10 heures, je devais me déplacer sur chaque mâme. Enfin, c'était ridicule. J'avais pas le temps de tout accompagner. Ouais. Bon, voilà. Et en parallèle de ça, j'ai postulé sur un poste d'AESH, quand même, pour garder un pied dans le milieu du handicap.
Donc c'est les accompagnants des élèves en situation de handicap Ouais. dans une école à proximité de chez moi, quoi. Et du coup, ça a complété mon temps. Et j'ai fait 1 an comme ça, entre petite enfance dans le milieu ordinaire et puis AESH, donc dans le milieu spécialisé, on va dire. Enfin, D'accord. et puis au bout d'1 an, je me suis dit, bah j'en avais marre. J'ai envie de stabilité, j'ai envie de reconnaissance parce que AESH, c'est clair et net. Bah t'es pas reconnu financièrement, t'es pas reconnu auprès de l'enfant. Enfin, j'étais contente, très contente d'avoir ma formation de JE pour faire ça, parce que j'imagine même pas les personnes à ESH qui n'ont que 60 heures, je crois, de formation. Enfin, c'est trop peu, c'est pas assez. Ouais. Et du coup, j'ai vu une offre, enfin des offres de poste de JE en CESAD sur, enfin pas loin de chez moi. Donc j'ai postulé et j'ai été prise tout de suite en 2015. En 2015? Ouais, en 2015. D'accord. Et là, c'est... Ok, donc ça fait 6 ans Ouais, que tu es là-bas. Et donc, ouais. c'est ton dada. C'est mon gros dada. J'adore. C'est quoi un CESAT? Toi, tu m'as dit que tu étais en CESAT très précoce. Donc, explique-nous un petit Ouais. peu les différences. Il y a plusieurs types de CESAD. Qu'est-ce que Mm. c'est? Donc, CESAD, on va vous rappeler du coup, CESAD, c'est... Un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile. Merci. Toum, toum, toum. Et donc, il y en a plusieurs sortes. Ouais, ouais. Je crois que les premiers CESAT ont été créés en 1990 là, avec des annexes. Je sais plus le nom, enfin le chiffre, c'est en chiffre romain, je sais plus. D'accord. Euh, mais c'est à ce moment-là que ça a été créé. Et puis, comment dire? En fait, en 2015, je suis arrivée au CESAD, donc le CESAD Nord, on l'appelle le CESAD Nord, qui accompagne des jeunes enfants, mais pas que. Normalement, c'est un agrément de 0 à 20 ans. D'accord. Euh, et là, en 2015, en fait, c'était un regroupement de CESAD entre 2 villes. En fait, ça a Ok. fait un regroupement. Un CESAD qui couvre 70 communes. Voilà, donc on couvre un grand territoire quand même. D'accord. Donc de 0 à 20 ans, j'ai dit oui, et qui accompagne du coup des enfants et des jeunes en situation de handicap. À l'époque, on appelait ça CESAD-DI, déficience intellectuelle, D'accord. CESAD autisme. Voilà, on Ok. avait les deux noms. Et en 2018, en fait, avec le 4e plan autisme du gouvernement, il y a eu des moyens supplémentaires pour intervenir précocement auprès notamment des jeunes enfants autistes, mais plus globalement sur les jeunes enfants avec un trouble neurodéveloppemental. D'accord. Euh, et du coup, notre CESAD a été fléché par l'ARS, l'Agence régionale de la santé. On a eu des moyens supplémentaires. Et moi, j'ai demandé à basculer mon temps, parce que j'avais mon temps plein en CESAD. Voilà, j'accompagnais des jeunes enfants avec des profils variés. Hein. J'accompagnais des enfants avec trisomie 21, avec des syndromes génétiques rares, avec de l'autisme donc, Mhm. avec troubles des apprentissages. Enfin voilà, c'était très varié. Et quand en 2018 il y a eu la création du CESAD très précoce, donc avec des moyens supplémentaires, j'ai demandé à basculer mon temps uniquement sur ce CESAD-là. Et on parle de CESAD très précoce parce que l'admission dans ce service-là, par la MDPH, du coup Maison départementale des personnes handicapées, se fait entre 18 et 30 mois de l'enfant. D'accord. 18-30 mois. Ok. Ouais. Donc il y a un pré-diagnostic, il y a tout un parcours de repérage avant. Euh, Généralement, l'inquiétude des parents ou observation d'un professionnel de santé de première ligne. Donc, les professionnels de première ligne, c'est les assistantes maternelles, les éducateurs de jeunes enfants, en établissement d'accueil du jeune enfant, des médecins PMI. Enfin voilà, ça c'est vraiment les professionnels de première ligne qui observent des signes d'alerte. Hmm. Donc, c'est pas, ça peut être pas de réponse à son prénom, pas de regard, ça peut être pas d'anticipation, un enfant qui lève pas les bras quand son parent vient vers lui, des jeux stéréotypés, des postures atypiques, enfin voilà. Il y a
il y a plein, plein, plein de signes. C'est une succession de signes, il n'y en a pas qu'un. Enfin, quand tu es établi. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il faut que ça réponde à plusieurs critères et il faut que ce soit dans la durée, surtout. Parce il y a des signes qui peuvent relever du TSA, mais qui sont transitoires. Et du coup, ça relève pas du TSA, quoi. Ok. Les enfants qui jouent avec leurs mains pendant un certain temps, dans le développement d'un bébé, c'est normal. Mhm. Un enfant qui joue tout le temps avec sa main pendant des mois et qui ne fait que ça et que quand il manipule un objet, c'est aussi en le faisant tourner, etc. C'est un jeu stéréotypé. Enfin, voilà, c'est dans la durée qu'on observe ces signes. Il faut qu'ils soient cumulés. Il y a la dyade autistique, donc c'est dans les intérêts restreints et la communication et l'interaction sociale. Et Je donc, perds le fil. là, c'est de réorienter les familles vers vous quand il y a ces signes qui apparaissent ou il y a d'autres. Non, avant, il y a d'autres étapes. Il y a deux étapes là. Il y a la première ligne du coup. Ensuite, les parents ou les professionnels alertent le médecin traitant qui peut maintenant orienter soit vers un pédopsychiatre en libéral, un pédopsychiatre CAMS ou CMP. Et maintenant, il existe aussi les plateformes euh, d'orientation et d'accompagnement troubles neurodéveloppementaux qui vont se développer sur tous les départements normalement, si tout va bien. Pareil, c'est dans les plans autisme du gouvernement. Et du coup, l'enfant est vu par une équipe pluridisciplinaire. Il y a un diagnostic différentiel. On vérifie qu'il entend bien, qu'il voit bien. Voilà, on vérifie tout sur le plan somatique également. Et si l'équipe pluridisciplinaire et les pédopsychiatres pensent à un pré-diagnostic, on parle en France encore de pré-diagnostic d'autisme ou de trouble neurodéveloppemental, Mhm. là, il peut avoir auprès de la MDPH une notification de CESAD très précoce. Et ça doit se faire avant 18 et 30 mois. Voilà. D'accord. Ok. Et ouais. Et du coup, après, vous arrivez Ah, ouais. à ce moment-là. À ce moment-là. Ok. Et on parle de CESAD très précoce, du coup, c'est un accompagnement intensif. C'est-à-dire qu'on voit l'enfant et sa famille entre 5 à 10 fois par semaine. Ouais. C'est Euh, fait à domicile ou ils viennent aussi sur le lieu? alors, le CESAD, chez nous en tout cas, parce que je sais que ça peut être différent selon les CESAD, Il y a une mais photo, elle dit avec les délais MDPH. Oui. Donc c'est et bah justement, ça aussi c'est une bonne remarque. Délai MDPH pour les CESAD très précoces, c'est un mois. Légalement, ils ont un mois. La MDPH a un mois pour statuer de l'orientation en CESAD très précoce. ok. C'est fait pour fluidifier le parcours, justement. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal. Chez nous, en tout cas, ils arrivent relativement avant 30 mois. Ok. Ça se travaille, c'est au travail, quoi. Donc il y a les interventions à domicile, tu disais. Ouais, ouais, intervention à domicile, mais pas uniquement. En fait, on intervient dans tous les milieux écologiques de l'enfant. Et là où le parent en ressent le besoin aussi. Hmm. Donc, domicile majoritairement, mais on va en crèche, on va chez l'assistante maternelle. Quand l'enfant va à l'école, on va à l'école. Ok. Quand l'enfant il a des activités extrascolaires, on va dans les activités. S'il y a besoin au niveau médical, je sais pas, de préparer des consultations chez le médecin, chez le dentiste, on peut préparer un rendez-vous chez le coiffeur. Enfin, vraiment, tout est possible. C'est du sur-mesure. Et donc c'est vous qui bougez. Oui. La petite photo dans la voiture, vous comprenez maintenant Et pourquoi on est dans la voiture. Euh, C'était rigolo euh, pour la pub, pour le live de ce soir. Et elle est sur site, du coup. normalement, Lieu d'accueil. on n'est pas censé accueillir l'enfant. On a une salle évidemment d'activité pour, imaginons justement, on a besoin de créer un milieu artificiel pour travailler, je ne sais pas, une consultation blanche justement pour un rendez-vous chez un médecin. On peut créer un environnement et ça peut se faire au CESAD. C'est quoi une Mais photo c'est pas le blanche?
Consultation blanche, c'est quand il n'y a pas d'enjeu. Par exemple, je vais chez le médecin, mais j'ai pas d'enjeu, je suis pas malade, quoi. C'est vraiment pour préparer, habituer sensoriellement, D'accord. au niveau du comportement, etc. Et du coup, au CESAD, il y a des éducateurs de jeunes enfants et il y a d'autres professionnels que tu côtoies aussi, qui travaillent avec toi. Oui, 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 on est très nombreux. On a un plateau technique très varié. Donc des éducateurs de jeunes enfants, de plus en plus. Je suis trop contente. Et du coup, Des ah, éducateurs spécialisés. Ah ouais, non, non, mais on a notre place, hein. Faut pas lâcher, hein. Des éducateurs spécialisés, évidemment, psychomotriciens, psychomotriciennes, psychologues, les orthophonistes. orthophonistes en libéral, malheureusement. On a des postes d'ouverts et de créés, mais on conventionne en libéral. Mais c'est très riche. Enfin, j'adore travailler avec les orthos. Récemment, on a ouvert des postes d'ergothérapeute. Ouais. On a une assistante de service social, on a une infirmière, on a un poste de médecin aussi. On a eu une neuropédiatre. Je sais qu'avant, il y avait un pédopsychiatre. Mais là, du coup, on recherche. Donc là, sinon, on travaille avec les médecins traitants des familles. Mhm. Et puis, ce que j'oublie, bah, les cadres hiérarchiques et puis les agents d'entretien, de service. Du coup, toi, tu te déplaces pas seul ou tu te déplaces avec d'autres collègues ou Alors, ça arrive qu'on soit en binôme. Si c'est des objectifs qu'on a vus avec les parents et qu'il y a un sens. Ça arrive qu'on soit en binôme aussi au tout début de l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, parce qu'on a besoin d'être à deux pour évaluer, je mets entre gros guillemets, hein, évaluer l'enfant pendant enfin ça peut être sur plusieurs semaines. Hein, ça nous permet du coup d'avoir le temps. Il y en a une qui peut être auprès du parent, l'autre auprès de l'enfant. Ça peut être sur des temps très spécifiques, par exemple sur le temps du repas. Ça peut être, enfin, être en binôme, c'est très très riche. ouais. Et puis sinon, on peut être seul. Enfin, après, on peut aussi travailler en binôme avec les EJE des multi-accueils ou les assistantes maternelles ou je veux dire, les AESH ou les enseignants, quoi. On peut faire des choses à deux, à trois. Enfin, il y a pas de limite. Et du coup, comment ça se passe l'accompagnement d'une famille au démarrage d'un diagnostic, on va dire? Ouais. Alors, il y a tout un protocole, une procédure hein, dans les services médico-sociaux. Dans le nôtre, c'est généralement la directrice du CESAD qui prend contact avec la famille. Il y a un rendez-vous, un entretien de prévu où la directrice prend le temps de présenter le CESAD. C'est toujours un choix hein, de venir en CESAD. Enfin, je veux dire, c'est pas une obligation. C'est les familles qui choisissent de venir en CESAD. Ça, je trouve que c'est important dans la démarche de le nommer. Ouais, donc rendez-vous avec la direction qui présente le CESAD, qui recueille les premières attentes, l'historique un peu aussi du parcours, comment les familles en sont arrivées ici. Ouais. Ensuite, il y a un deuxième entretien avec la responsable adjointe et l'éducateur qui va être référent du projet de la famille et de l'enfant. Ok. Donc pour ma part, c'est là que j'interviens en premier lieu. Donc à ce moment-là, moi, mon rôle, c'est de balayer un peu tous les domaines du développement du jeune enfant, comment ça se passe à la maison, au niveau du sommeil, du repas, voilà. Je prends toutes les petites infos que les parents veulent bien me donner et puis on essaye de rassurer aussi parce que faire du domicile, c'est quand même laisser la porte ouverte à des inconnus, quoi. À des inconnus quand un regard, voilà, dit spécialisé. On peut avoir une image enfin, travailleurs sociaux, ça peut être aussi, mais qu'est-ce qu'on va faire à mon enfant? Est-ce qu'on va me le prendre? Est-ce qu'on va me juger sur mes pratiques éducatives? Ça veut dire que mon domicile, il faut qu'il soit toujours propre. Enfin voilà, c'est toutes ces choses que j'ai en tête et que j'essaye de balayer avec les parents en Peut-être disant bah ou c'est peut-être un peu tard, ou peut-être encore le parent qui fait encore le deuil de l'enfant non en situation de handicap. ça arrive hein, d'accompagner ouais, des parents qui sont dans le déni ou qui comprennent pas aussi. Enfin,
particulièrement l'autisme, où on connaît pas, il n'y a pas de consensus scientifique sur l'origine. On sait que c'est in utero, que c'est inné, que c'est une condition neurologique. Euh, mais pour une personne neurotypique comme nous, ça peut être difficile de comprendre et d'entendre que c'est une condition neuronale et que enfin, il y a aussi beaucoup encore le discours hein, dans certains courants qui accusent ou qui acculent en tout cas les parents de quelque chose et voilà, c'est aussi déconstruire tout ça en amenant des articles scientifiques, en leur donnant les outils, en fait, tout simplement de connaissance du diagnostic. Moi, je pose Ça aide, je trouve. faut pas hésiter à me reprendre si jamais j'utilise pas les bons termes. Donc, comme je disais tout à l'heure à Mélanie, moi en formation, en tout cas nous en formation de GE, on n'est pas formé pour l'accompagnement d'enfants en situation de handicap, sauf si évidemment on rejoint un stage, un lieu de stage qui est en rapport avec ce thème-là et qu'on fait un choix de mémoire sur ce thème-là. Et du coup, c'est à chacun, à chaque étudiant d'aller rechercher les infos, de se former et après de se former sur le tas. C'est pour ça que moi, je pose des questions, mais si jamais j'utilise pas les bons termes, il faut vraiment me le dire parce que effectivement, moi, c'est pas un public du tout avec lequel j'ai été amenée à travailler. Encore une fois, l'éducateur de jeunes enfants n'est pas tenu de tout connaître ou de travailler partout. C'est chacun son choix et chacun sa vie, j'ai envie de dire. Il y a eu quelques questions dans le chat, peut-être qu'on va rebondir un petit peu là-dessus. Oui, il y a plein de gens qui nous rejoignent. Cheyenne est là, Gaël. Gaël, je crois qu'il a posé une question justement que je comptais te poser. Comment se passe une journée type? Mais d'abord, on va répondre peut-être à tu disais qu'il y a des diagnostics précoces pour l'autisme. Oui, on en a parlé déjà tout à l'heure, si tu veux. Il y a des pré-diagnostics Les qui se prédés. posent par une équipe pluridisciplinaire de niveau 2, du coup, les CMP, les CAMS, pédopsychiatres ou les plateformes, du coup, Ouais. qui viennent d'être créées, enfin, qui sont en cours de création dans certains départements et qui sont créés dans d'autres N'hésitez pas à poser des départements. questions et si il y a des choses là, vous venez de nous rejoindre, vous avez raté le début. De toute façon, la vidéo, elle sera disponible en IGTV, donc en replay, comme d'habitude, sur ma page. Hum, Du coup, on va peut-être passer à la journée type. Que fait une JE en CESAD? C'est quoi ta journée quand tu te lèves le matin? À quoi ressemblent tes journées à toi? Sur ce CESAD-là, hein, bien sûr, on n'est pas sur. Ouais, bien sûr. Au moins sur le tien, ça intéresse vraiment les personnes qui nous rejoignent. Alors, journée type, hein, c'est ça, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas vraiment. Alors, je prends mon café. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner, Mélanie? Je ne mange pas le petit déjeuner. Non, si, si. Mal. Non, non, journée type, il n'y en a pas vraiment, vraiment. Bah, C'est vraiment le propre du CESAD. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, qui est très, très riche. Mais globalement, quand j'arrive au CESAD, j'ai préparé mes séances en amont. mhm. Je charge ma voiture. Très Je important. dis bonjour aux collègues. Très important. Ah non, mais ça prend du temps. Je charge ma voiture. Ouais, parce que du coup, tu as un programme particulier avec un accompagnement particulier pour un enfant, une famille en particulier. Donc, j'imagine que tu as un matériel spécifique, quoi. On a du matériel spécifique, mais qu'on essaye de varier justement pour pas trop ritualiser les temps de jeu. Et oui, les temps sont préparés et sont en lien avec des objectifs du projet de l'enfant qui ont été définis avec l'équipe hein, pluridisciplinaire, avec le regard de la psychomote, du psychologue et des autres professionnels libéraux s'il y a autour, et la famille évidemment. Donc ouais, on prépare le matériel, toujours en lien avec les objectifs définis avec la famille et l'équipe. Et puis on fait notre petit temps de séance, temps de jeu. Généralement pour ma part, je reste 1 heure sur place.
Si c'est au domicile, bah, ça dépend du temps d'attention de l'enfant. Ça peut varier. Enfin, je m'adapte. Ça peut aller, si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Si c'est 20, si c'est 30, c'est 45. Tu Enfin, vas voilà, j'ai proposer pas... quoi, par exemple, en fonction de... Je sais pas, là, un enfant que tu suis en ce moment, ou que tu as déjà suivi, voilà, qui avait un certain Bah, besoin. Un exemple concret, ouais, juste un seul, concrètement. oui, ça marche. Ça peut être un enfant, par exemple, là, qui a, on va dire, euh, comment dire, pas des difficultés, mais je perds mon mot. Enfin, le temps du repas est quelque chose de compliqué à vivre. Euh, et du coup, il y a des irritabilités, on va dire, tactiles, et par rapport aux mains, mais également les bras et au niveau de la zone orale. Et du coup, bah, j'essaye de varier les apports de patouilles, par exemple. Je propose beaucoup de patouilles. C'est quelque chose que j'adore faire, qui relève totalement de l'éducateur de jeunes enfants. Et donc voilà, j'essaye de varier tout en respectant là où en est l'enfant. C'est-à-dire que j'ai commencé par des graines. C'est solide, c'est fluide, c'est sec. Hmm. Après, on est passé au plus fluide, la semoule. On a commencé la peinture et on en est rendu là, quoi. La peinture, c'est Ok. déjà bien. Il a bien évolué déjà à Les, ce niveau-là. Et les- maintenant, on peut aller toucher les joues, faire des petits massages. d'accord. Donc, les objectifs, c'est sur le sensoriel. Et au niveau du visage, c'est quoi en fait les attentes? Enfin, pas il n'y a pas d'attente, mais ce que tu as envie d'éveiller chez lui à ce moment-là? Bah, en fait, c'est suite à une observation sur un temps de repas où en fait, on s'est rendu compte avec les parents que cet enfant-là, en l'occurrence, ne mâchait pas, Mhm. stockait beaucoup en bouche, n'explorait pas avec sa langue. Enfin voilà, c'était une zone peu investie finalement. Les parents pouvaient aussi nommer que les temps d'hygiène, enfin d'essuyer la bouche et tout ça, c'était compliqué. Donc voilà, venir un peu toucher cette sphère C'est un peu, pour pouvoir justement, après que la mastication se mette bien en place, etc. un peu permettre de prendre conscience du schéma corporel, enfin, en tout cas du visage, quoi. Bah ça après ça relève de ma collègue psychomotricienne, mais oui oui et orthophoniste évidemment. Mm. Mais du coup Euh, on a plusieurs portes d'entrée pour travailler ouais, c'est un objectif. intéressant. N'hésitez pas à intervenir si vous avez d'autres questions là-dessus. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui veulent faire ce travail en Mm. EJ1, c'est ça du coup? le positionnement, les qualités requises, accrochez-vous, enfin, qu'est-ce que tu... Ouais. J'ai plein de choses qui me viennent en tête. En qualité, je dirais de l'adaptabilité, Mhm. vraiment. Parce que on peut avoir, enfin on a le cas en ce moment, mais on peut avoir des séances de prévues, une sensibilisation prévue auprès d'une école, un entretien, et puis en fait tout s'annule parce que je ne sais pas, il y a un enfant malade, il y a une absence d'un enseignant, et puis voilà, et du coup on replace un autre entretien à la place. Enfin voilà, c'est être capable de changer son agenda du jour au lendemain ou du jour au jour même Ouais, euh, et rebondir quoi par rapport à ça. Une autre qualité, bah, ce serait la bienveillance, l'empathie, l'écoute. ouais, Euh, ça c'est qualité de l'EGE, on va dire, effectivement, mm, basique de base. de partout aussi. L'observation aussi, hein. Enfin, vraiment l'observation plus, prendre Ouais, des grilles. Enfin, il n'y a pas de honte à prendre des grilles. ça doit être poussé, effectivement, de votre côté. Oui, oui, oui. Gaëlle Ouais, ouais. demande si tu as des lectures à conseiller. Je sais que Mélanie, sur sa page, elle a justement beaucoup de livres Mm. dans ses stories permanentes aussi qu'elle conseille. Après, soit tu peux en donner un ou deux. En tout cas, sa page est très riche, hein, c'est Éduque ta diversité. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous remettrai le lien tout à l'heure en publication. Mm. Bah, ça dépend, c'est quoi comme lecture? Si c'est des lectures pour enfants, des lectures professionnelles, sur quel thème c'est?
pense que, Je je sais pas trop. pense que là, elle parle des adultes. Il me semble que Gaëlle, elle passe sa VAE. Elle voudrait passer sa VAE de JE, je pense, si je ne me trompe pas. On va lui D'accord. temps de répondre. Alors, j'ai une question rigolote, fun, parce que j'aime le cinéma, tout ça. Ah, je savais, c'est la seule que j'ai pas réussi à répondre. C'est pas grave, je ne la pose pas sinon, mais Si, vas-y, je vais essayer de réfléchir encore. si tu devais te comparer à un personnage de fiction dans ton métier, professionnellement parlant, ce serait lequel et pourquoi? C'est libre, hein. Ouais, mais c'est hyper dur, je trouve, comme question. Alors déjà, ce serait pas Super Nanny, déjà. Sans pitié. Le Ray. Fernani est banni de cette page. On est d'accord? Non, mais qu'on soit clair, voilà. Ah, j'hésitais un peu avec Mary Poppins. L'adaptabilité de Mary Poppins. Elle est fun, Mary Poppins. Elle sort Ouais, des trucs. c'est ça. Tu vois, je Pas trouve bien pour Amandine, vraiment. quand Comment? quand je recevrai Amandine aussi, qui travaille en CAMS, je suis sûre qu'elle va me répondre un truc comme ça. C'est fort probable. Sachant qu'elle est fan de Disney, je crois. Ouais, ouais, il y aura du Disney, il y aura voilà, des livres. On va parler beaucoup de livres aussi. Ouais. Bah, du coup, c'est quoi, toi, tes valeurs? Qu'est-ce qui t'importe vraiment? C'est quoi les valeurs qui guident ta pratique, en fait? La tolérance. Prends aux tripes, la tolérance. Ouais, la tolérance. Bah, l'empathie. Enfin, je vais un peu être dans l'ardite, mais en même temps, c'est ce qui me porte un peu. Pardon. La bienveillance, l'empathie, la tolérance, la justice. Enfin, comment dire? Oui, le contraire de l'injustice. Merci. Non, mais je vois où tu veux en venir. Mm. La justice, ouais. Enfin, voilà, l'engagement aussi. Enfin, c'est un métier à mon sens où, en tout cas, personnellement, je suis très investie. Enfin, si j'ai fait une page Instagram, c'est parce que enfin, comme si le travail ne me suffisait pas, il fallait que je continue encore à l'extérieur, en dehors de mon temps de travail. C'est hyper important de sensibiliser les gens sur le handicap de manière globale, mais sur l'être humain, j'ai envie de dire, C'est ça qui te révolte, c'est, c'est quoi qui te révolte par rapport à tout ça? ouais, c'est ça, c'est pourquoi il y a certaines catégories de population qui sont exclues, qui n'ont pas les mêmes droits financiers, les mêmes droits sociaux, les mêmes droits de santé, les mêmes. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Et pourtant, enfin, je suis pas directement concernée. Hein. J'ai pas de personnes dans mon entourage proche, voilà. Mais euh, je sais pas. Ça m'a toujours questionné. Pourquoi on catégorise comme ça? Enfin, c'est important de pour comprendre et pour appréhender les autres, mais non, j'ai du mal, ouais, avec l'intolérance d'une manière générale et le fait que certaines catégories de personnes n'aient pas accès aux mêmes droits que tout le monde. Mais c'est des débats qu'on a souvent en équipe. L'inclusion, à quel prix, jusqu'où. Et c'est quoi qui te fait te lever le matin? Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère, c'est de voir déjà les parents euh, se rendre compte qu'ils sont capables, qu'ils sont fiers de leur enfant. Ça, c'est vraiment le, la relation entre le parent et son enfant, c'est une petite pépite dans mon quotidien. Et de voir aussi l'enfant lui-même se surprendre, en fait, voir quand il a compris quelque chose, quand il y a quelque chose qui se déclenche chez lui, c'est, c'est ça qui me motive à continuer à faire ce métier, quoi. Et tu rencontres quand même, parce qu'on sent que tu aimes ton métier, que ça te passionne et que vraiment tu en parles. De la lumière dans les yeux, je l'ai vu, la lumière qui brillait, ça. Était
Mais est-ce que tu rencontres quand même des difficultés parfois au quotidien? Ce serait de quel ordre? Si tu avais au moins une difficulté en particulier à mettre en avant. Bah, justement, enfin, c'est les limites de l'investissement psychologique, émotionnel, etc. C'est que ça peut être fatigant. Euh, Ouais. Ça peut être très fatigant. On peut ne plus se poser de limites. Et du coup, enfin en termes de temps, hein, je veux dire, pas avec les parents ou les familles ou quoi, mais on peut ne plus se poser de limites et ça peut engendrer une fatigue. Euh, il y a une vigilance aussi à avoir et c'est des débats aussi qu'on a en équipe. C'est important de conserver le regard pluridisciplinaire et de pas faire seul dans son coin. Euh, enfin, on est toujours sur la corde et des fois on peut ne pas se rendre compte qu'on déborde ou qu'on fait des choses alors que ça relève pas de notre fonction. Donc c'est important d'avoir des regards extérieurs à ce moment-là. Ouais, j'imagine que quand tu es en plein dedans et que tu es tenace, comme tu dis, et que tu as vraiment envie que ça fonctionne, tu peux avoir du mal, hein, des fois à lâcher prise ou à... Ouais, c'est ça. Ah, D'où l'importance d'avoir des temps de réflexion en équipe bien identifiés de manière hebdomadaire ou mensuelle, enfin peu importe, mais d'avoir des temps en équipe pour prendre du recul et vraiment qu'il y ait un regard extérieur pour couper quoi. on a une grosse intervention dans le chat. Anthony qui nous dit en tant que ASPIE, je tiens à saluer le travail de sensibilisation et de pédagogie que Mélanie fait sur sa page Insta. Ce sont des initiatives comme ça qui font bouger les lignes. Bravo à toi. Waouh! Moi, Bravo, merci Anthony. t'auras la soirée. Yes. Fais une haut là pour Mélanie. Ouh, allez-y, mettez des. Euh, je me posais la question justement par rapport à la crise sanitaire, si le port du masque, ça avait changé quelque chose dans ta pratique, ça avait modifié le travail ou la prise en charge de l'enfant ou des parents, ou est-ce que du coup vous n'étiez pas au domicile et parce que trop de freins quoi. En off aussi. Bah, alors là, on a eu plusieurs passades, on va dire, au CESAD. Bah, le premier confinement, on l'a vécu en télétravail. Ouais. Voilà, clairement, le CESAD était fermé. Enfin, il n'intervenait plus au domicile, en tout cas, sauf situation très urgente qui nécessitait des interventions. Mais dans ce cas-là, on avait la tenue de cosmonaute, la totale, Ouais. vraiment. Ah ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai pas été, mais je sais que certains de mes collègues ont dû intervenir auprès de certains jeunes et Tu as eu un frein au niveau de certains enfants à ce niveau-là? bah du coup, le fait de plus voir les enfants de manière hebdomadaire, quand même, c'était compliqué, quoi. J'avais. Après, l'avantage, c'est que je me basais uniquement sur les observations des parents. Donc, c'était aussi intéressant comme positionnement. C'était plus moi qui avais mes observations en direct, c'était vraiment, je passais par les yeux des parents et du coup, c'était assez intéressant. Tu leur donnais du, Et comment? tu leur donnais du boulot? Ouais, exactement, exactement. J'ai observé ça et ça et ça. Bah, des grilles, encore une fois, en l'occurrence, pour certaines questions, on passait par des grilles. Je sais que certaines de mes collègues ont fait des tutos pour notamment les psychomotes, hein, pour, je sais pas, créer un parcours psychomoteur, pour travailler la ceinture, voilà, enfin l'épaule. Les psychomotes en parleront mieux que moi. Euh, Plein de petits tutos comme ça. Enfin voilà, on a dû créer d'autres manières d'intervenir auprès des enfants et de leur famille. Après, aujourd'hui, maintenant, on intervient à domicile. On a notre masque. On doit se désinfecter les mains avant, après. On fait attention au matériel. On demande aux parents aussi de porter le masque pendant nos interventions parce que faut qu'on se protège nous aussi. C'est important. Enfin, on Ouais, s'en rend pas compte, mais enfin, on va quand même de famille en famille. Donc, c'est vrai. on est aussi vecteur, quoi, Mhm. de contamination, entre guillemets. Donc, voilà, on essaye que ça aille dans les deux sens. C'est pas forcément si simple, hein, parce que certains pourraient se dire, bah, on est chez nous,
Enfin, on va pas porter un masque chez nous quand même. Ouais. Oui, il y en a qui sont pas, qui sont peut-être réfractaires. Après, tu les protèges aussi en un sens, donc Oui, bah oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Après, les enfants, bah, j'ai envie de dire, pour ma part, les enfants que j'accompagne, ils ont été admis pendant le premier confinement ou pendant le deuxième. Donc finalement, ils m'ont toujours connue avec le masque. ouais, Après, ce qui me dérange, c'est vraiment bah, quand tu veux travailler une mutation, les comptines, etc., bah, il y a tout le bas du visage ouais. où ça va pas, quoi. Et ça, c'est vraiment compliqué. Mm. On peut faire un point sur ta page Instagram, si tu veux. Mhm. Donc, ta page Instagram, donc c'est éduque ta diversité. Donc déjà, c'est un thème éduque ta diversité. Donc, Ouais, tu revendiques déjà et tu veux faire tomber les représentations. C'est ça? c'est ça. Ouais. Mais attention, hein, à mon niveau, hein. Je, à mon petit niveau de JS, je veux dire, je vais pas. C'est-à-dire, du coup, l'objectif de ta page, qu'est-ce que Bah tu... oui, c'est vraiment de casser les représentations enfin sur le champ du handicap, quoi, et de la neurodiversité, principalement parce que d'une part, je connais pas tous les handicaps, d'autre part, j'ai qu'un point de vue de JE. Enfin voilà, et mon point de vue de Mélanie aussi, parce que enfin, je reste un être humain avant d'être éducateur de jeunes enfants. Mais ouais, c'est vraiment ça, en passant par notamment dernièrement, en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les témoignages des personnes concernées. Hein. Bah, Anthony en fait partie justement. Il a témoigné sur les signes de son autisme durant son enfance. J'apprends encore, du coup, aujourd'hui. Hein, je casse toujours des représentations que je peux avoir, dont je n'avais pas forcément confiance, mais c'est hyper riche de rencontrer et d'échanger avec, bah, avec ces gens-là, avec les gens, quoi, tout simplement. Sur ta page, tu abordes aussi pas mal de... Enfin, les albums jeunesse, les livres, c'est assez présent. Ouais. Tu abordes donc différents thèmes, la différence, et donc tu mets Mm. des handicaps plus ciblés. Il y en a, Ouais. il y en a beaucoup. Il y a des manques à ce niveau-là. Oui, carrément. Et, je trouve, en tout cas, qu'il y a beaucoup de manques. On tombe toujours un peu sur les mêmes livres, enfin les mêmes trames d'histoire. Donc dès qu'on en trouve un, on est hyper content en équipe. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai ma collègue psychologue qui a sorti son livre sur la trisomie 21. Il y a un post là-dessus hein, Ouais. Ça s'appelle comment? sur mon compte. Ah, elle va me détester, j'ai oublié. On va aller sur tout. Lily, pas comme les autres. Ok. Je crois On mettra son nom en story, tu sais, plus tard quand on fera. ouais, On en reparlera. carrément. Commentaire du live. Euh, Oui, il y a des gros manques et puis je sais pas ce que t'en penses parce que ça fait très longtemps que je vais pas dans les multi-accueils. Mais est-ce qu'il y en a en accès aussi auprès des jeunes enfants de ce type de livre? non, à moins d'en faire une sélection Ouais. particulière. Souvent, quand nous, quand en structure, on rencontre un enfant en situation de handicap, d'instinct, on ira chercher des livres, effectivement, pour présenter. Moi, une année, j'avais un enfant atteint de mucoviscidose et c'est vrai que bah, du coup, j'avais fait des pieds et des mains pour trouver un livre adapté. C'est l'histoire d'une petite souris qui avait du mal à respirer, tout ça. Et du coup, Hmm. on l'a fait, on l'a fait lire aussi à la crèche pour faire comprendre aux enfants bah, ce qu'avaient leurs copains. Après, c'est de la recherche quand on est abonné au CRPE ou quand on va en médiathèque. Ça fait partie pour moi du boulot de l'EJE, justement, de ce travail d'adaptation et pour faire tomber du coup les représentations. Ouais. Voilà, pour accueillir, on doit quand même accueillir tous les enfants, quels qu'ils soient, et même en structure d'accueil collective, que l'enfant soit ou non porteur de handicap ou il ait une maladie particulière. Voilà, c'est quand même notre rôle d'aller
chercher des informations et pour mieux accueillir cet enfant-là, de proposer des outils adaptés en référence les livres aussi. Voilà, ne serait-ce que aussi bah, les jeux. Tu parles souvent de jeux aussi sur ta page hein, pour les jouets, les jeux pour l'enfant en situation de handicap. J'ai vu aussi Ouais. faire aussi pour manger particulier. Ça fait partie de ton travail. Il y a des fournisseurs, heureusement, maintenant de plus en plus qui existent pour tout ça, que je trouve bien. Alors, il y a beaucoup de questions. Je crois que Gaëlle, elle va venir te parler en privé hein, bientôt, ta vie. Est-ce que tu travailles le week-end? Alors, je peux travailler le week-end. On a 6 samedis par an. Ça va, c'est pas Ouais, beaucoup. ça va. Et est-ce que tu dépends de la fonction publique hospitalière? Je pense pas, si. Non, on dépend. Enfin, on est une association. Ouais, voilà. Et puis Ouais, voilà, on fait. après, elle arrive après, hein, je crois, le début. Elle a raté le début. Ah oui, ok. La petite casserole, oui, moi je connais le livre La petite casserole, je vois très bien de quel il s'agit. Oui, oui. On me l'a offert d'ailleurs pour mon stage, mon troisième stage, quand je suis partie. Voilà. Ma référence. On peut, je remettrai la page si j'y pense, on en reparlera en story. Peut-être une petite présentation de livre assez sympa. Ta page Instagram, tu parles du Macathon aussi. Ouais. C'est un terme que je connaissais pas du tout. Donc voilà, moi je connais surtout la communication gestuelle associée à la parole, donc le signe. Après, le but c'est, je sais pas, le principe est pas complètement le même. Nous, c'est plutôt bah, de signer avec bébé, donc c'est-à-dire ben, qu'il acquiert certaine forme de communication avant d'acquérir le langage. Et Mm. pour le Macathon, Pour le marathon, c'est surtout pour des enfants et des adultes. Enfin voilà, c'est pas ciblé sur une tranche d'âge déjà, qui ont des troubles du langage associés à des situations de handicap ou autres, hein, qui affectent du coup la communication. Le marathon, du coup, ça utilise plusieurs canaux. Donc il y a le signe, il y a la parole aussi qui sont associés, et il y a le pictogramme aussi. Il y a trois portes d'entrée. Euh, à la différence aussi de la communication gestuelle associée à la parole, euh, c'est que le Makaton s'appuie en partie sur la LSF, mais a modifié les signes. Tu vois? Par exemple, dans la communication là, avec les bébés, caca, tu vois, c'est le plus parlant que j'ai trouvé. vas-y, vas-y. Bah, c'est ici. Et en Makaton, il l'a adapté et du coup, c'est au niveau des fesses, quoi. Tu Hmm. vois? Faut Marc, que ce soit représentatif. Comment? c'est logique. C'est logique. C'est exactement ça. C'est logique. Ou c'est pareil, le Makaton fait attention aussi bah, pour les personnes qui ont des problèmes, je sais pas, praxiques ou qui ont des problèmes de représentation de leurs mains, de leurs bras dans l'espace. Je sais qu'en LSF, par exemple, merci, c'est au niveau du menton, bonjour, c'est au niveau de la bouche. Bah, c'est trop, enfin, tu vois, c'est trop fin comme différence. En Makaton, du coup, c'est bonjour au niveau de la tête. On fait attention, par exemple, au symbolique, quoi. C'est à l'époque, on soulevait son chapeau, donc au niveau de la tête. Et on garde le merci au niveau du menton. Mais voilà, c'est vraiment modifié pour faciliter l'expression, en tout cas, et la réception des consignes. Et puis, ce que je trouve intéressant dans le Makaton aussi, c'est qu'avec les pictogrammes, euh, ça permet aussi de travailler l'organisation de l'écrit. Hmm. Je pense notamment à une petite qu'on accompagne encore au CESAD, euh, qui a la trisomie 21, dont les parents se sont fortement saisis du Makaton et donc elle utilisait beaucoup les signes, la petite fille, et et au fur et à mesure, les parents se sont dit, bah tiens, on va commencer à utiliser les pictogrammes. Ok, moi je suis, pas de problème, on commence. On fait des comptines et on commence à adapter certaines histoires des livres en mettant les pictogrammes en dessous. Mhm. Et, euh, euh,
Et en fait, je crois que c'était pendant un bilan avec ma collègue psychologue où on s'était rendu compte que peut-être qu'avec les pictogrammes, elle pouvait rentrer dans la lecture, en fait. Pas dans la lecture classique pour l'instant, mais avec les pictogrammes Makaton, en tout cas, elle pouvait commencer à raconter l'histoire, quoi. C'était génial. Ah, c'est top. Donc, ouais, ouais, c'est vraiment génial, je trouve. Intéressant. Bah, pour vrai, il y a quelques mots, quelques comptines sur ta page Instagram sur le Makaton. Si ça vous Mm. intéresse, allez-y, n'hésitez pas. Et posez vos questions en commentaire sur la